Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je suis là? Il est 15h57. Ça va bientôt être le début de ce live. Alors, euh, bonjour à tous. C'est le début de cet Insta Live qu'on attend tous beaucoup. Un Insta Live de Partir en Livre, le grand festival de la littérature jeunesse du ministère de la Culture, qui cette année se fait dans des conditions un peu étranges mais sympathiques. On attend la venue de nos deux auteurs, deux autrices aujourd'hui, avec qui on va parler d'un sujet qui est très important, qui est comment bien grandir. C'est ça l'idée. Alors, bien grandir, c'est une vraie question, et donc on a deux autrices qui toutes les deux sont deux autrices qui travaillent sur la question de savoir comment on peut bien faire grandir des enfants à travers les livres, en tout cas qui ont des éléments pour bien grandir. Alors, j'essaye de voir si je repère parmi tous ces gens qui nous rejoignent nos deux autrices. Alors, l'une s'appelle Agnès Ledig. Agnès Ledig, vous la connaissez peut-être si vous êtes des parents parce qu'elle est là. Elle est là, Agnès. On va lui demander de se connecter avec nous. Je crois qu'elle est là. Oui. Bonjour Agnès, elle est en train d'arriver. Alors, c'est un des nombreux Insta Live auxquels vous aurez le droit aujourd'hui, enfin, cette semaine en partie en live. Bonjour Agnès. Je suis en train de régler. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends, mais je suis en train de régler la hauteur du téléphone. Oui, Voilà. c'est toujours un petit peu artisanal, mais c'est ça qui est sympathique. En tout cas, vous avez de très beaux papillons derrière vous, Oui. Agnès. C'est magnifique. Alors, vu que vous êtes là, je fais une vraie introduction. Donc, cet Insta Live de Partir en Livre. Donc, ce festival que vous suivez tous, qui a lieu un peu partout en France, de Bordeaux, en Corse, et dont le thème cette année, c'est des livres pour devenir citoyen. C'est un moment très particulier qu'on vit en ce moment. Et on a besoin des livres pour devenir citoyen. Et particulièrement aujourd'hui, on parle de livres pour bien grandir. Donc, on a deux très beaux rendez-vous, on est ensemble pour une petite demi-heure. Et on commence avec vous, Agnès Ledig, parce qu'Agnès Ledig, alors vous, c'est très intéressant. Vous avez été sage-femme pendant très longtemps. Ça a été ça, votre formation. Ensuite, vous vous êtes mis à écrire des livres pour les adultes, d'abord, à des moments très importants de vos vies. Et puis, en 2016, vous avez commencé à publier des albums jeunesse. Le premier s'appelait, je crois, Le petit arbre qui voulait devenir un nuage. Vous en avez écrit un deuxième qui s'appelle Le cimetière des mots doux. Voilà, on les a. Alors, on les a un peu à l'envers, mais c'est ça qui est important. Voilà. Et Le cimetière des mots doux, déjà, c'était un livre important parce que c'était un livre où vous abordiez une question qui est toujours très compliquée à aborder avec les enfants, qui est la question du deuil, déjà. Et ça, c'était un thème important dans ce premier livre. Et là, aujourd'hui, vous venez avec une série qui s'appelle Mazette, qui est parue chez Flammarion Jeunesse. On va en parler aujourd'hui de cette série Mazette que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Elles sont là, il y en a deux pour le moment, qui sont des livres, et c'est très important, qui se lisent dans deux sens différents. Mais peut-être une petite question. On l'a dit, vous êtes sage-femme, mais vous, les enfants, vous les connaissez depuis qu'ils sont tout petits, quand ils viennent au monde et que c'est leurs premières heures. Mais je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la question des émotions dans votre vie. C'est ça? Mais en fait, je suis moi-même très sensible, donc je suis sensible à la sensibilité des gens et les enfants en particulier sont je pense, des personnes qui n'ont pas encore mis de couvercle sur leur sensibilité, sur leurs émotions. Donc c'est une porte ouverte fantastique pour leur faire passer des messages. Alors justement, dans ce livre, Le cimetière, vous aviez abordé la question du deuil. Dans ces deux séries de Mazette, vous allez aborder deux questions très importantes. Justement, la manière dont on gère ses émotions, notamment quand on en a beaucoup, parce que certains enfants sont très sensibles, pas tous, mais on l'est en plus sensible quand on est enfant. Et un autre qui est un autre sujet extrêmement aussi, pas compliqué, mais un peu complexe et qui joue un rôle très central quand on est enfant, c'est la question de gagner, pas gagner quand on est dans un jeu, jouer contre les autres, jouer avec les autres. Peut-être juste pour parler de ce premier livre que vous aviez fait, de ces premiers livres, quand vous aviez écrit sur la question du deuil, vous vous étiez dit quoi justement? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre expérience de sage-femme et aussi de femme qui anime des ateliers sur cette question des sentiments à cet âge-là de l'enfance? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, le cimetière des mots doux est un peu particulier parce que je l'ai tiré du livre Dans le murmure des feuilles qui dansent et c'est simplement une adaptation à niveau d'enfant de l'histoire pour adultes. Parce que quand j'ai écrit cette histoire qui me tient très très à cœur, évidemment, je me suis dit, mais les enfants ont aussi besoin qu'on leur parle du bouleversement émotionnel au moment d'un deuil. Et il y a très peu de livres qui parlent du deuil pour les enfants de façon réelle. C'est-à-dire souvent, c'est un grand-oncle que l'enfant connaît très peu, ou alors c'est par les animaux. Euh, et, euh, et, là, je suis vraiment partie dans... voilà, c'est une petite fille qui perd son amoureux de CE2. Et c'est dur, c'est sûr que c'est difficile. Il y a beaucoup de parents qui sont un peu réfractaires à l'idée, mais c'est tellement important de leur dire la réalité. Et j'en reviens à la sage-femme. Moi, je disais à mes patientes, expliquez à votre bébé, même s'il n'a pas de mots encore, mais dites-lui ce qui se passe si vous arrive quelque chose ou si si vous traversez une période difficile avec des mots adaptés. Mais parce que de toute façon, ils le sentent. Les enfants sentent les choses. Ils ont justement cette hypersensibilité pas encore étouffée. Donc, si on leur donne un discours qui est contradictoire par rapport à ce qu'ils ressentent, ils sont encore plus perdus. Donc, on est parti avec Frédéric Pillot sur l'idée d'y aller franchement dans les mots, dans les images. Et voilà, l'image de la petite fille qui est au cimetière devant la tombe, elle est très très puissante, mais c'est la réalité. Et je pense qu'il ne faut pas protéger les enfants de la réalité sous prétexte de ne pas les faire souffrir, parce que si on les protège de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est encore pire. Bien sûr. Et ça, c'est ça. Donc, vous n'avez pas craint vous n'avez pas eu peur dans ce livre de convoquer des images et aussi de dire des mots qui sont très importants parce que le mot de la mort, parfois, on utilise ce mot, il est parti, il s'est envolé, des mots qui sont un petit peu des euphémismes, en fait. Oui, mais parce qu'on essaie de les protéger d'une réalité qui fait partie de la vie. Et on avait envie avec Frédéric de parler de la mort sans tabou. C'est-à-dire, oui, la mort fait partie de la vie, mais quand ils entendent les feuilles mortes en automne, c'est mort, les feuilles sont mortes. Donc, je pense qu'il faut être honnête avec nos enfants et ne pas occulter une part si importante de la vie qui est la mort. On va tous mourir, je suis désolée. Et ils sont confrontés à la mort, même d'un petit insecte, de leur lapin. Donc, je pense que on ne peut pas les protéger de tout, même si on en a envie, parce que c'est difficile de voir son enfant souffrir, mais c'est aussi sur la confrontation à la réalité que l'enfant se construit. Évidemment. Alors, on va en parler d'ailleurs de la question de la vie et de la mort tout à l'heure avec Brigitte Labbé, avec qui on parlera juste après vous, Agnès, parce qu'elle aussi, elle a essayé de faire des livres sur cette question-là. Mais j'ai envie qu'on parle de cette série Mazette qui compte 2 livres pour le moment, qui est évidemment, on vous montrera, on mettra des liens sur le site Instagram, mais vous pouvez nous les remontrer peut-être même s'ils sont à l'envers pour qu'on voit un petit peu quelle tête ils ont. Alors, cette série Mazette, on va en parler parce que d'où elle est venue cette idée. Donc Mazette, c'est une petite fille qui a toujours un ami qui est un mouton. Alors, quelle était votre envie avec ce livre? Parce que là, on l'a compris, même avec vos premiers livres, c'est des livres pour aider les enfants à grandir, mais c'est des livres aussi pour aider les parents à aider les enfants à bien grandir. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est ça. Alors, en fait, quand j'étais sage-femme, je faisais de l'accompagnement émotionnel et j'utilisais des petits outils avec mes patientes pour un peu comme des mantras, pour les faire réfléchir à chaque situation et puis trouver des outils, des pistes pour y répondre. Et quand j'ai arrêté sage-femme pour me consacrer à l'écriture, je me suis dit, c'est trop bête, j'ai cette formation en main, j'ai ces outils en main, donc j'aimerais les transmettre. C'est ce que j'essaie de faire un peu dans mes romans. Et les enfants, j'ai eu l'occasion, l'une ou l'autre fois, de transmettre des outils à des enfants de mon entourage et ils y étaient très réceptifs. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'utiliser ces outils pour les enfants. Et donc, je suis partie. Alors, il y a 2 choses. Il y a ça, l'utilisation des outils, et puis ce concept dans un sens, dans l'autre. J'avais vu ce concept-là sur quelque chose de très, très professionnel dans l'entreprise, et je m'étais dit, mais pour les enfants, c'est formidable parce que eux, justement, ils entrent dans la vie en étant confrontés euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, à cette confrontation à l'intérieur d'eux entre ce qu'ils ressentent
et ce qui vient de l'extérieur, ce qu'on leur dit. Et c'est un petit peu pareil dans la société, c'est-à-dire on a tendance à formater les enfants sur des choses qui ne sont pas forcément justes au fond d'eux. Et un enfant, par exemple, qui est hypersensible, il va ressentir cette hypersensibilité dans une société qui ne lui laisse pas la place. Et donc, j'avais envie de montrer que oui, d'un côté, on dit il faut pas, pleure pas, t'es un homme, etc. Faut cacher ses émotions, ne pas pleurer en public. Et d'un autre côté, quand on est enfant, on en a envie, quoi. Et donc, on est tiraillé entre les deux. Et le fait de raconter dans un sens puis dans l'autre montre à l'enfant ce qu'il peut entendre et ce qu'il a le droit de ressentir. Voilà. Oui, parce qu'on peut peut-être donner un petit exemple, mais évidemment, vous pouvez nous montrer les pages, mais en fait, par exemple, si on prend le Mazette qui s'appelle Mazette est trop sensible, mais en fait, on barre et finalement, on dit Mazette est juste très sensible, elle n'est pas trop sensible. Quand on commence à lire le livre dans un sens, on lit Mazette est très sensible, c'est tout, c'est un problème, c'est tout un problème. Pleurer facilement, eh ben, ça n'est pas normal, et que les larmes sont ridicules. Et finalement, en fait, quand on peut lire le livre dans l'autre sens, on a les phrases qui s'enchaînent d'autres manières. Et en fait, quand on le lit dans l'autre sens, tout est pensé pour qu'on puisse en fait finalement lire. C'est idiot de croire que les larmes sont ridicules. Normal, pleurer facilement, ça n'est pas un problème. Donc en fait, on a deux versions. Et comment est-ce que justement vous avez l'impression que ça se passe quand ces livres sont lus par des enfants? Donc ça, je crois que c'est 4-6 ans, le public que vous visez avec ce genre de livre. Oh ben moi, j'ai tendance à dire c'est de 4 à 104 ans parce que ça s'adresse aussi aux adultes. Euh, il est vraiment très important de lire dans les deux sens et surtout le deuxième sens. C'est pour ça qu'on a mis une petite flèche à la fin pour faire repartir dans l'autre sens. Et les enfants, des retours que j'en ai, sont très soulagés qu'il y ait le deuxième sens parce que dans le premier sens, c'est un peu effrayant. Le premier sens, c'est à la fois très violent, mais à la fois, c'est assez frappant de voir à quel point c'est aussi des discours qui, en fait, sont peut-être pas dits de manière aussi violente, mais qui existent tout à fait, en réalité, dans la vie des enfants. Ce qu'on leur dit à l'école, parfois. Pas si violente, hein, ils le sont dit. Donc oui, c'est violent, mais c'est la vraie vie. Et après, j'essaye dans cette deuxième histoire de leur apporter ce réconfort. Oui, tu as le droit d'être hypersensible, c'est tout, c'est pas un problème, tu as le droit. Et donc, les enfants répondent assez bien parce que ils ont le côté un peu oh là là et ça va mieux, ça va mieux dans l'autre sens. Et en plus, il y a le jeu de retrouver les mêmes mots, les mêmes enchaînements, enfin les mêmes petites bouts de phrases qui, dans un enchaînement différent, changent complètement le sens. Donc, dans la vie, on peut toujours choisir la façon dont on voit les choses. Et là, en l'occurrence, les enfants retiennent ce qui leur convient le mieux. Évidemment, il y a aussi effectivement un jeu tout simplement sur les mots qui peut être aussi très intéressant à l'âge où on apprend à lire et à l'âge où on apprend à comprendre aussi le sens d'une phrase et comment elle est construite. Vous avez fait il y a un deuxième album qui est Mazette aime bien jouer ou gagner, justement. Attendez, j'ai un trou, justement. C'est sur la question, alors ça c'est une question très épineuse, surtout dans le monde dans lequel on vit, effectivement. La question de la collectivité, de la compétition qui se pose très vite là aussi dès l'école. Quel était le but là-dedans? Alors, je trouve ça aberrant, l'importance de la compétition qu'on a dans notre société et dans le monde d'une manière générale. Hein. Et déjà à la maternelle, quand on parle de notes à la maternelle, ça commence tellement tôt. Bientôt, on va faire des concours à la maternité pour savoir quel est le plus beau bébé. Et voilà, c'est d'une aberration incroyable. Et ça peut perturber l'enfant dans son développement, à mon avis, parce qu'il met la barre très très haut et il oublie ses propres besoins, ses propres envies pour coller à quelque chose. Et donc, j'avais vraiment envie de montrer que voilà, qu'est-ce qui compte dans la vie, c'est de gagner ou c'est de jouer. Le but de la vie, c'est juste d'être bien, de se sentir bien.
Et parfois, on s'oublie soi pour atteindre cette barre qu'on a mis pour des raisons complètement non fondées. Alors, c'est peut-être pour répondre à un besoin, à une attente consciente ou inconsciente des parents ou des professeurs. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Et c'est ce que j'essaye de montrer aux enfants et aux parents à travers cet album-là. Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est de s'amuser ou c'est de réussir? Et je pense sincèrement que c'est de s'amuser. On devrait pouvoir dire à nos enfants quand ils partent à l'école, au lieu de dire travaille bien, leur dire amuse-toi bien. Et Exactement ce que dit. Et oui, c'est ce que dit notre ami Sylvie Morgenstern, qui est aussi une grande auteure de littérature jeunesse et qu'on salue bien bas, qui a écrit un livre qui s'appelle Joker, qu'on aime beaucoup, qui dit à peu près la même chose que vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut retrouver le plaisir ou en tout cas le sens de ce que c'est que de jouer, en tout cas collectivement, de gagner collectivement et pas nécessairement contre les autres. Ça, c'est ce que le livre dit très bien. Merci Agnès Ledic. Mais alors, juste une petite question, il y en a d'autres en route et que vous avez d'autres idées de mazettes qui pourraient se lire dans les deux sens? alors pour l'instant, c'est un petit peu en suspens parce qu'on a un autre projet avec Frédéric Pillot d'un album jeunesse dont je ne vous en dirai pas plus, ça reste Mazette et son mouton sont dans un coin de notre tête et on y réfléchit, oui. Bon, eh bien, merci beaucoup Agnès Ledig. Je vous laisse avec vos papillons. Ces livres, on les recommande tous les deux. Mazette, c'est une série donc, de 2 livres parus chez Flammarion Jeunesse. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Brigitte Labbé qui, en fait, dit des choses très cousines de vous. On vous laisse à vos papillons. Et entre-temps, je vous pose un petit quiz. Un petit quiz car vous savez que dans ces Insta Live que vous suivez, vous pouvez tout à fait, d'une part, jouer et gagner des cadeaux. Ça se passe sur le site du Figaro. Donc là, on est sur une question extrêmement élémentaire mais importante. Quel est l'animal qui, dans les livres de David Mackie, s'appelle Elmer? Est-ce qu'Elmer est un ours? Est-ce qu'Elmer est un éléphant? Est-ce qu'Elmer est un poussin? Elmer, j'imagine que vous vous en rappelez. Elmer, qu'on aime beaucoup et que moi, j'ai toujours, je crois, une petite peluche de lui. Alors, je cherche Brigitte Labbé. Je ne sais pas si je la vois. Brigitte Labbé, c'est notre seconde invitée. Brigitte Labbé qui est là. Ah! Et qui malheureusement peut-être est un petit peu en complexité parce qu'elle n'a peut-être pas de connexion. On va tenter de l'inviter à participer avec nous. Pour le moment, je n'y arrive pas. Agnès, si vous m'entendez, Agnès, vous pouvez tout à fait essayer de vous reconnecter de manière à ce que nous puissions… Agnès, pardon, Brigitte, je suis perturbée. Brigitte Labbé, si vous me voyez, si vous me lisez, essayez de vous reconnecter parce que je vous vois, mais je n'arrive pas à connecter avec vous. Alors, je vais vous dire quand même un petit mot de Brigitte Labbé. Ah, vous êtes là! Alors, peut-être que Brigitte, vous pourriez vous reconnecter parce que j'ai le droit de vous voir, mais j'ai pas le droit de vous inviter. Ah! Alors, attendez. Est-ce que j'arrive à vous inviter? J'ai l'impression que je peux pas vous inviter pour une raison qui me paraît très étrange. Il faudrait peut-être vous déconnecter, vous reconnecter. Alors, ça, c'est les joies des Insta Live. En attendant, si vous y arrivez, Brigitte, à vous connecter, vous reconnecter, je sais que vous êtes en Bretagne, dans un endroit où le vent souffle fort. Je vous présente Brigitte Labbé. Si vous êtes parents, vous connaissez sans doute toute une série de livres qu'elle a créés. Merci Brigitte, elle nous dit qu'elle arrive. Qu'elle a créé qui s'appelle les goûters philo. Alors, Brigitte, je vous raconte un petit peu ce qu'elle a fait avant, en attendant qu'elle arrive. Brigitte Labbé, elle a découvert la philosophie assez tard, vers 37-38 ans. Elle s'est remise à prendre des cours de philosophie à la Sorbonne et elle s'est rendue compte, alors qu'elle avait des enfants, une fille aînée qui à l'époque, je crois, avait 7 ans, qu'en réalité, les plus grands philosophes qu'elle connaissait dans sa vie, à l'en croire, c'était bien les enfants. Pourquoi? Ça, c'est une phrase très forte qu'elle dit Brigitte Labbé, parce que tous les enfants sont philosophes vers 7 ans, dans la mesure où ils ont un esprit extrêmement critique. Ils questionnent absolument tout. Voilà, ça y est, je crois que je peux vous inviter. Et oui, je peux vous inviter, Brigitte. Donc, merci à tous d'être restés là avec nous et les petits bateaux. Brigitte Labbé, donc, qui s'est dit, il faut absolument qu'on fasse des livres pour parler de philosophie avec les enfants. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour eux de garder, d'entretenir un esprit critique. Oh, merci Agnès. Non, ça y est, je crois qu'on est bien. Agnès le dit qui était très gentille. Et oui, je peux vous alors, merci. Alors, est-ce que je vous vois? Ah, vous avez quitté la vidéo. Je me demande s'il n'y a pas un problème de connexion avec Brigitte. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu dans un endroit où Internet est un petit peu vilain.
Donc, je vous parlais quand même toujours de ces goûters philo. Ces goûters philo, c'est toute une série de livres. Ça y est, elle revient. C'est une série de livres, notamment un livre qui essaye de définir des notions qu'on peut discuter avec les enfants. Notamment, le tout premier, ça s'appelait La vie et la mort. Et évidemment, on discutait de ces concepts-là. Alors, on espère que cette fois, Brigitte, vous y êtes et que la connexion va marcher parce qu'on a aussi une autre série de livres dont on va discuter avec vous. C'est une nouvelle série qui est parue cette fois chez Glénat qui s'appelle Des livres pour le livre des mots pour bien grandir, pour aimer, le livre des mots pour faire plaisir. Et je crois que Brigitte Labbé nous est dans un endroit peut-être un tout petit peu trop compliqué du point de vue de la connexion. Malheureusement, je crois que oui. On va quand même tenir. En fait, après avoir parlé des goûters philo, après avoir essayé de mettre en débat des notions philosophiques, donc qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, et de ne jamais essayer d'apporter des réponses, mais plutôt de poser des questions. C'est-à-dire que l'idée de la philosophie et l'idée de ces petits livres pour bien grandir chez Brigitte Labbé, avec Brigitte Labbé, c'est de se dire qu'en fait, les enfants, à l'âge où ils se posent énormément de questions. On a cette tendance, et je crois qu'on l'a tous fait malheureusement, à essayer de leur proposer le plus de réponses possibles et des réponses qui parfois sont définitives en fait, qui sont là pour faire arrêter les questions. Or, je crois que l'enjeu de la philosophie et même l'enjeu de notre vie, c'est de continuer à se poser des questions parce que c'est comme ça. Je suis là. Elle est là, elle est là. Alors, je ne sais pas si on vous voit parce que peut-être que la connexion est trop mauvaise pour qu'on vous voit, mais vous nous entendez, Brigitte, ou pas? Oui, je vous entends très très bien. Ah bah c'est super. Bon bah alors écoutez, peut-être qu'on vous voit pas, mais en tout cas on vous entend et ça déjà c'est pas mal. Alors peut-être, Brigitte, oui, je racontais votre aventure des goûters philo. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, je vous entends très, très bien. Alors, c'était intéressant parce que là, on va parler de séries que on vous entend, et ça déjà. Alors, malheureusement, je crois qu'on entend autant que vous. Oui, je racontais votre aventure des goûters philo. Oui. Ah là 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 là. Là. Oui, je crois qu'il y a un problème je crois qu'on a un petit problème de connexion. C'était intéressant parce que là, on va parler de séries. Bon, alors écoutez, chers amis, je crois que nous avons des problèmes de connexion avec Brigitte Labbé. On y tient jusqu'au bout, pour essayer de le faire. Mais je vous signale quand même l'existence de ces deux séries. Donc, Les Goûters Philo, je crois que c'est 48 éditions maintenant. Donc, La vie et la mort, c'était le premier. Moral ou pas moral. Il y a un livre que je vous conseille sur la parole et le silence. Qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce que c'est que le silence? Qu'est-ce que c'est effectivement de continuer à aider les enfants à continuer à se poser des questions plutôt que de leur proposer sans cesse des réponses qui vont d'une certaine manière en réalité brider un peu la manière dont ils perçoivent le monde. Sur la question de la morale, j'espère que Brigitte Labbé va nous rejoindre. On attend encore 2 minutes. On essaye d'y croire, va nous rejoindre encore pour nous expliquer ça. Mais voilà, alors là, on y croit. On se dit que c'est sans doute la dernière, mais on essaye. J'ai envie qu'elle nous raconte ses aventures et la manière dont elle parle, par exemple, de la morale. La morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qui décide ce qui est bien et ce qui est mal dans la vie en général? C'est des livres très chouettes dont Brigitte Labbé parle, par exemple, qu'elle va lire avec des enfants. Et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre, même nous, on a du mal à le saisir. Qui décide de ce qui est bien et qui décide de ce qui est mal? Vous êtes là, Brigitte? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Super. Ouais, ça y est, là, je vous entends. Ah, super. Donc la question qui tue, c'était qui décide de ce qui est bien, qui décide de ce qui est mal? Avec des enfants. Oui. Et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre même nous. On a du mal à l'écho, mais j'arrête de parler. Vous êtes là, Brigitte? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, ça y est, là, je vous entends. Là, je peux parler, là? Alors, merci de me poser cette question. Allez, on va directement, on va pas se dire bonjour ni rien parce qu'on a perdu assez de temps avec les problèmes techniques. Alors, en fait, qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal? Voilà une question hyper importante pour les parents et pour les enfants. Alors, je vais vous faire part de mon expérience, en tout cas d'animation de débats philosophiques. En général, quand on pose cette question aux enfants, en France, par exemple, parce que je fais ça un peu je fais ça dans beaucoup de pays, ils vont vous répondre, c'est Macron.
Ah bon? Pourquoi c'est Macron? Bah parce que bah voilà, c'est le président de la République. Et là, on a des débats passionnants sur alors Macron, il travaille avec les députés votent des lois. Est-ce que les lois décident de ce qui est bien et de ce qui est mal? Puis petit à petit, on dit ah ben non, parce que s'arrêter à un feu rouge, c'est ni bien ni mal. S'arrêter à un feu rouge, et pourtant c'est la loi. Donc peut-être que la loi décide de ce qui est permis et pas permis. Ah, nous voilà dans une nouvelle impasse. Alors si c'est pas la loi, qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal? Et donc là, on avance un peu comme ça dans la discussion, et c'est comme ça que se construit petit à petit le plaisir de manier les idées. Si et seulement si on n'apporte pas des catalogues de réponses tout de suite. Oui, alors c'est ça. Comment on fait pour que les enfants restent philosophes? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette tentation assez rapide de se dire il faut leur offrir des réponses. Pourquoi est-ce que c'était important justement qu'il y ait ces séries-là? Là, vous en proposez une autre qui s'appelle le livre des mots pour, on va dire, pour faire du bien, pour s'amuser. On va en parler. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des livres justement comme outil? En quoi ça peut aider véritablement des parents? Mais alors, ça peut aider véritablement des parents à plusieurs niveaux. D'abord, par exemple, pour les livres de philosophie qui abordent les thèmes, il y a 48 thèmes dans la collection des goûters philo, ça peut aider les parents à se préparer aux discussions avec les enfants. Ça peut aussi aider à ouvrir des discussions. On va piocher dans le livre. Moi, ces livres, je les appelle des boîtes à outils. On va piocher dans les livres de quoi alimenter des discussions. Par exemple, pour rester sur le thème qui a l'air de vous plaire, du bien et du mal, on peut par exemple piocher dans le livre l'histoire de l'anneau de l'invisibilité, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir magique pendant 24 heures, vous allez être invisible. Qu'est-ce que vous faites? Et ça, ce sont des discussions en famille formidables. Qu'est-ce qu'on fait? Et les parents, évidemment, doivent y participer. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes invisible pendant 24 heures? Et là, on aborde petit à petit avec ça la notion du bien et du mal. Pourquoi est-ce que je vais faire des trucs que j'oserais pas faire quand il y a le regard des autres? Et pourquoi est-ce que finalement, cette question du bien et du mal, elle se pose à moi, à l'intérieur de moi, évidemment. Alors ça, c'est une série des goûters philo, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Je l'ai dit pendant que vous essayiez de nous rejoindre. On en est à 48 opus. Et là, vous vous êtes lancé avec, cette fois, les éditions Glénat, sur des livres qui sont destinés plutôt à des enfants plus petits, mais c'est un petit peu comme ce que disait Agnès Ledic sur la série des Mazettes. Ça peut marcher très, 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 très longtemps. C'est la question des livres, des mots, des livres qui sont consacrés aux mots, parce que la question de la philosophie, c'est une question qui se pose assez vite. On dit que l'âge de raison, c'est 7 ans. C'est un âge où les enfants posent beaucoup de questions. Mais bien grandir, c'est surtout, et vous le dites, je crois, c'est s'approprier les mots. C'est-à-dire, c'est avoir un rapport d'aisance avec le vocabulaire. Pourquoi cette question des mots? Elle n'est pas si évidente, finalement. On sait qu'aujourd'hui, la littérature jeunesse, c'est un des locomotives de l'édition française. On a l'impression que les enfants lisent beaucoup, mais le rapport aux mots, il n'est pas si évident que ça. Alors oui, et le rapport aux mots, il arrive en général quand il faut apprendre à déchiffrer les mots. Donc c'est un rapport scolaire qui est très important, qui est nécessaire. Moi, mon objectif, c'est même avant ce rapport-là, surtout avant, c'est de donner l'amour des mots, de faire en sorte que les mots soient des amis, des copains, des compagnons de toute une vie, et que les enfants s'approprient les mots comme on prend la pâte à modeler et qu'on la malaxe dans tous les sens. L'idée là, c'est venu au bout de 15 ans d'animation de débats philo dans tous les milieux, c'est que moins il y a de mots, moins il y a de vocabulaire, évidemment, moins il y a de pensée, moins il y a de possibilités de penser. Et c'est une injustice énorme. D'abord, c'est une injustice sociale, parce qu'évidemment qu'il y a des milieux, et notamment parmi vos auditeurs, où le vocabulaire des enfants est très riche, parce qu'on parle, on lit, on discute. Mais il y a des milieux où le vocabulaire des enfants est faible et donc la pensée est faible, donc la possibilité de s'exprimer est faible. Et c'est là où, entre autres, naît la violence. Quand on ne peut pas s'exprimer avec des mots, on frappe. Donc, parce qu'on peut pas penser l'événement, on peut pas penser ses émotions. On a trop peu de mots pour les décrire. Donc, moi, mon engagement là avec Glénat, avec les éditions Glénat, qui sont formidables, parce que c'est pas évident de se lancer dans ce programme, dans cette collection. C'est une collection qui s'appelle le livre des mots qui. Donc, il y a le livre des mots qui font du bien, le livre des mots qui font grandir, le livre des mots qui font peur. Et on en a des quinzaines, des 20, on en a plein dans nos esprits. C'est de trouver un point d'entrée pour que les enfants aiment les mots, leur sonorité, les accents, les syllabes, leurs sons, leur signification, bien sûr, mais pas seulement. Le livre des mots, alors l'idée, c'est effectivement leurs accents,
et qu'en même temps, ils s'approprient leur graphie, à la fois leur sens, et que ce soit des mots qui soient utiles dans leur bouche, parce qu'on sait très bien que le vocabulaire, on en apprend beaucoup quand on est enfant. On se sent pas toujours effectivement légitime, d'une part, à les retenir, et puis à les ressortir. Alors peut-être vous pouvez me donner un exemple. Je sais que là, vous avez planché sur le livre des mots qui font aimer, c'est ça? C'est le dernier que vous avez écrit dans C'est ces celui que, ambitions. oui, c'est celui que je suis en train d'écrire, le livre des mots qui font parler d'amour, qui sortira. Mais là, il y a un livre qui s'appelle Le livre des mots qui font du bien, qui vient de sortir il y a quelques semaines. Alors, dans les livres qui font dans les mots qui font du bien, il y a par exemple tout bêtement le mot chantilly, qui est un mot qui fait du bien parce que c'est bon, mais qui est un mot qui fait du bien. Écoutez ce mot, chantilly. C'est un mot musical et on va le décortiquer comme ça et s'amuser avec. Il y a évidemment le mot bisou avec ce S qui normalement est dur. Écoutez un S. Et puis tout d'un coup, il se glisse entre deux voyelles, le I et le O, et il devient aussi doux qu'un bisou. Donc c'est une manière comme ça de s'approprier les lettres, les mots, les consonnes, les voyelles d'une manière poétique et j'espère donner envie justement de créer son propre livre des mots qui. Des mots qui, ça c'est des mots, c'est des livres qu'on peut lire avec des enfants. C'est intéressant parce que et alors je sais qu'on vous a pas gardé longtemps, mais entre ces goûters philo, ces livres des mots qui font du bien, font aimer, font grandir, à chaque fois c'est des choses qui nous paraissent assez intuitives, mais qui finalement sont parfois même problématiques pour des parents, parce qu'on a des parents, comme on l'a dit, qui eux-mêmes n'utilisent pas beaucoup de mots, qui n'ont pas un rapport très proche à la lecture. Sur la question des goûters philo, je crois que vous me l'avez dit, vous avez eu du mal aussi à trouver un éditeur au début. Vous avez l'impression que les enfants, quand on leur donne cette possibilité de se poser des questions et de s'approprier du langage, ils sont dans une forme de joie. Est-ce que, pour ceux qui auraient peur, est-ce qu'on continue à se poser des questions? Est-ce que c'est souhaitable que les enfants continuent à se poser des questions? Alors, les enfants, alors qu'on soit, non, qu'on soit hyper clair, les enfants, ils nous ont pas attendus pour se poser des questions. Ils s'en posent tous. En revanche, en apportant trop vite des réponses, on bloque leur questionnement. Donc, en leur demandant trop vite d'être performants scolairement dans le déchiffrage des mots avant même de leur avoir donné le goût des mots, on les ouvre pas à ce merveilleux champ de vocabulaire, avant même le goût de la lecture, avant même le goût des histoires. Donc l'idée, moi, mon engagement là, c'est d'avoir essayé de constituer une petite bibliothèque philosophique pour donner le goût des idées, et aujourd'hui avec les éditions Glénat, de constituer une petite bibliothèque de mots pour donner le goût des mots. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans les mots qu'on pense. Les mots, c'est la glaise dans laquelle on va construire notre pensée, notre esprit critique. Et sans ça, on fabrique une société de moutons et de gens extrêmement, comment dire, manipulables. Évidemment. Merci beaucoup Brigitte d'être restée avec nous malgré ces difficultés de connexion. C'est la Bretagne qui souffre, moi je suis dans le sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc je rappelle ces deux séries, Les Goûters Philo et évidemment le livre des mots qui font du bien, qui font rire, qui font parler d'amour. Donc ça c'est édition Milan et édition Glénat pour cette nouvelle série. Merci beaucoup à vous, merci à vous de nous avoir suivis en dépit de ces grandes difficultés techniques. En tout cas, vous pouvez retrouver cette vidéo, on pourra la retrouver